Son père l'a vendue car elle était stérile jusqu'à ce qu'un apache veuf avec 3 filles l'accueille. Le soleil d'avril baignait la place du village de Saint-Cyr-en-Bourg d'un éclat doré. Mais pour Élise de la Cour, la lumière n'était que l'aveu cruel de son destin. Vêtue d'une simple robe de mousseline claire, dissimulant à peine sa beauté juvénile, elle se tenait face à la foule amassée, le cœur noué d'angoisse. Sa chevelure brune, retenue en un chignon lâche, laissait échapper quelques mèches soyeuses qui jouaient dans la brise printanière. Si vous aimez des histoires aussi émouvantes, aidez-nous à atteindre les 1000 abonnés. Cliquez sur « S'abonner » et partagez pour faire rayonner l'espoir. Son père, le baron Adrien de la Cour, campé sur une estrade grossièrement bâtie, annonça d'une voix tonitruante « Parce qu'elle ne peut donner d'héritier, ma fille Élise est désormais à vendre comme servante. » Un murmure parcourut l'assemblée. Les marchands et paysans échangèrent des regards indifférents, tandis que quelques villageoises secouaient la tête en signe de désapprobation. Élise sentit ses joues s'embraser, mais garda le port altier que sa naissance lui avait appris. Elle n'était pas qu'une marchandise. Et pourtant, en cet instant, c'était ainsi qu'on la traitait. Ses mains, jointes devant elle, se crispèrent sur le tissu fin de sa robe. Elle chercha dans la foule un regard compatissant, mais ne trouva que des visages fermés. Alors qu'un silence pesant s'installait, un homme s'avança dans la poussière du chemin. Nahuel, un apache veuf, ancien éclaireur à la solde de l'armée française. Sa silhouette était campée, droite, sous un manteau de laine sombre. Son visage tiré évoquait à la fois la fierté d'un guerrier et la fatigue d'un être éprouvé par la vie. À ses côtés, 3 petites figures tremblantes, ses filles Maya, Noémie et Cléa, le suivaient, les yeux grands ouverts. Le baron, d'un geste théâtral, désigna l'étranger. « Ceci est votre nouvelle servante, monsieur. » Sans un mot, Nahuel s'approcha, posa une bourse de pièces d'or sur l'estrade et, d'un hochement de tête, accepta la transaction. Un éclat métallique résonna dans l'air. Élise baissa les paupières, retenant un sanglot. La foule reprit peu à peu son bruit, cris de canards, bêlements de brebis, discussions sur la météo. Élise, guidée par 2 gardes, gravit la plateforme et descendit de l'autre côté, entrant dans la vie qui lui avait été promise. Non pas celle d'une noblesse épanouie, mais celle d'une étrangère utile. Alors qu'elle traversait la foule, les regards semblaient la consommer. Certains empreints de curiosité cruelle, d'autres teintés de pitié. Élise se redressa, les épaules droites, décidée à ne pas sombrer dans le désespoir. Dans un murmure, elle jura « Je ne serai pas à vendre éternellement ». L'air était froid et humide lorsque la petite escorte quitta la place du village. Une fine bruine d'avril recouvrait la route de pierres usées, et le roulement des roues de la vieille charrette résonnait comme un glas dans le silence. Élise, assise sur une bordure en bois, observait l'horizon embué, ses mains serrées sur le rebord de la plateforme. Chaque coup de roue la rapprochait du lieu où elle vivrait désormais, loin de tout ce qu'elle connaissait. À ses côtés, Maya, la fille aînée de Nahuel, tournait la tête, l'expression méfiante. Sa chevelure noire contrastait avec la pâleur de son visage, et ses yeux ambrés semblaient scruter Élise comme on guette une menace. Noémie, la cadette, cherchait à attirer son attention, tendant de petites mains frêles. Cléa, la benjamine, se blottissait contre la jupe de Nahuel, murmurant des mots incompréhensibles. Le silence entre eux était lourd de non-dits. Nahuel conduisait la charrette sans un regard en arrière, concentré sur la route forestière. Ses traits, burinés par la vie, ne trahissaient aucune émotion, mais Élise devinait la tension dans sa mâchoire serrée. Elle osa pourtant briser la glace. « Monsieur, où allons-nous exactement ?» Il s'arrêta, posa ses yeux sombres sur elle, puis désigna au loin une lisière de chênes centenaires. Là se dressait une bâtisse modeste, ses murs de pierre grise marqués par le temps. « Chez moi », répondit-il d'une voix grave et mesurée. La charrette redémarra. Élise sentit une étrange excitation mêlée à une appréhension profonde. Elle avait toujours rêvé de vastes paysages, mais jamais elle n'aurait imaginé les voir dans de telles conditions. Mains engourdies, vêtements humides, horizon bouché par la brume. Les 3 filles commencèrent à lui parler doucement. Noémie lui montra un dessin grossier tracé dans la poussière, 3 petites maisons et un soleil malhabile. Maya fronça les sourcils, puis esquissa un sourire timide. Cléa lui tendit un vieux mouchoir, usé mais propre. Élise accepta ce signe de bienvenue, le cœur serré d'émotion. La route s'enfonçait dans un sous-bois dense.
Les troncs, hauts et droits, semblaient-ils former une cathédrale naturelle dans laquelle résonnaient les bruits étouffés de la nature, gouttes de pluie tombant sur les feuilles, bruissements lointains. Élise ferma les yeux un instant, laissant ses pensées vagabonder. Elle songea à sa vie passée, les bals élégants, les robes soyeuses, les sourires polissés. Tout cela paraissait désormais appartenir à un autre âge, un luxe inaccessible. Quand la charrette s'immobilisa enfin, le soleil déclinant jeta sur la clairière une lueur d'or. Nahuel aida Élise à descendre avec précaution. Ses bottes crissaient sur le sol meuble. Derrière eux, la forêt semblait les avaler. Le dernier rayon de lumière disparut, et une fraîcheur nocturne envahit l'air. Élise prit une profonde inspiration, prête à affronter sa nouvelle réalité. La porte en bois s'ouvrit dans un grincement qui résonna dans la pénombre naissante. Élise pénétra dans la ferme de Nahuel, découvrant un intérieur dépouillé mais empreint d'une chaleureuse simplicité. Le sol, en terre battue, était couvert de tapis faits main, tandis qu'au fond, un poêle de fonte promettait un peu de réconfort contre la morsure du froid. 3 paires d'yeux la scrutaient depuis l'embrasure d'une pièce voisine. Maya, la plus âgée, campée dans l'ombre, croisa les bras. Son regard était méfiant, comme s'il pesait le bien fondé de cette nouvelle présence. Ses cheveux noirs, tombant en tresses épaisses, encadraient un visage aux traits fins, mais dur comme la pierre. Noémie, plus frêle, esquissa un pas en avant, les yeux humides d'une curiosité timide. Ses boucles brunes encadraient un visage enfantin, où brillait l'espoir d'une amie. Enfin, Cléa, tout juste âgée de 5 ans, pointa du doigt la robe claire d'Élise, ses prunelles d'un vert profond reflétant à la fois la peur et l'admiration. Élise s'inclina légèrement, un sourire hésitant aux lèvres. « Bonjour, je m'appelle Élise. Je serai auprès de vous. » Maya ne répondit pas, se contentant d'un hochement de tête sec. Noémie, quant à elle, traversa la pièce, s'appuya contre la table usée et lança « Tu n'es pas notre mère ». Cette phrase, sèche et cruelle, perça le silence comme une flèche. Élise sentit son cœur se serrer, mais garda son calme. « Je n'ai jamais prétendu vous remplacer. Je suis ici pour vous aider. » Un rire nerveux s'échappa de Cléa, qui courut autour d'Élise, attirant son attention. Elle lui tendit un petit bout de pain sec, cadeau modeste mais sincère. Élise leva les yeux vers Nahuel, qui restait en retrait, observant la scène sans intervenir. Son expression impénétrable rendait toute émotion difficile à lire. Un craquement attira l'attention de tous. Le feu était allumé dans le poêle, projetant une lueur vacillante sur les murs. L'atmosphère se réchauffa un peu, tant physiquement qu'émotionnellement. Élise s'approcha, posa délicatement sa main sur la céramique tiède, puis fit signe aux filles de la suivre. « Venez près du feu, je vais vous raconter une histoire », dit-elle d'une voix douce. Maya hésita, puis, comme poussée par une force intérieure, fit un pas en avant. Noémie et Cléa emboîtèrent le pas, refermant l'espace entre eux. Élise entama alors un conte sur une héroïne solitaire, courageuse face à l'adversité, et les 3 filles écoutèrent, fascinées. Peu à peu, les barrières tombèrent, les regards se firent moins méfiants, les épaules se détendirent. Lorsque le récit s'acheva, Maya murmura, presque pour elle-même, « Ce n'était pas si mal ». Élise sourit, sachant que la graine de la confiance venait d'être semée. Dans le silence complice qui suivit, chacun sentit que quelque chose d'essentiel venait de changer. La lumière faiblissait lorsque Maya alluma une luciole accrochée à la poutre, révélant un coin de la pièce transformé en salle de bain de fortune. Un grand baquet de bois, rempli d'eau chauffée sur le poêle, attendait Élise. La vapeur dansait dans l'air, créant un voile onirique qui rendait la scène presque irréelle. Élise retira lentement son châle, découvrant sa silhouette fine et élancée. Ses cheveux, maintenant détachés, tombaient en ondulations soyeuses jusqu'à ses épaules. Son teint lumineux contrastait avec la pénombre alentour. Elle entra dans l'eau avec précaution, frissonnant au contact des premiers degrés brûlants. Maya et Noémie, curieuses, s'approchèrent, mais s'arrêtèrent net lorsque le regard d'Élise, empli de pudeur, croisait le leur. Cléa, de son côté, s'assit sur un coffre en bois, captivée par les reflets dans l'eau. Le vieux baquet vibrait légèrement sous le poids de la jeune femme, tandis qu'elle fermait les yeux et laissait la chaleur détendre ses muscles endoloris. Tout à coup, un craquement se fit entendre. Nahuel venait d'entrer, portant un fagot de bois sec et de la résine d'épicéa. Sans briser l'intimité, il jeta doucement le bois dans le foyer, déclenchant un crépitement rassurant. Les flammes jaillirent.
projetant des ombres dansantes sur les murs. Chaque éclat rougeoyait comme une promesse de sécurité nouvelle. Élise ouvrit les yeux et, surprise de sa propre audace, croisa brièvement le regard de l'homme. Celui-ci détourna le sien, respectueux, mais elle sut qu'il veillait sur elle. Le murmure du feu se mêlait au lent glou-glou de l'eau. Élise sortit un petit savon de sa poche, un trésor ramené de sa chambre de baronne, et commença à se laver, chaque geste empreint de grâce. Le parfum délicat de la lavande emplit l'air, chassant l'âcreté de la fumée. Elle savonna ses bras, son dos, ses jambes, évacuant peu à peu la saleté de la longue route. Parfois, elle utilisait l'étoffe douce de sa robe pour se masser le cou et les épaules, relâchant la tension accumulée. Au bout d'un moment, Élise se redressa, posa le savon sur le rebord du baquet et se laissa aller en arrière, appuyant sa nuque contre le bord. La vapeur formait autour d'elle un écrin protecteur, et elle sentait pour la première fois depuis des jours une paix fragile. À cet instant, Maya s'avança et tendit un drap épais, hésitant. Élise l'accepta en silence, puis sortit du baquet, laissant filtrer un nuage de vapeur. Elle s'enveloppa dans le drap, les cheveux dégoulinant comme un rite de passage silencieux. Nawel, toujours à l'écart, alluma une lanterne sur une table de chêne rustique. Sa main trembla légèrement lorsqu'il plaça la flamme vacillante à portée d'Élise. Elle lui adressa un sourire reconnaissant, plus chaleureux que toutes les paroles possibles. Un sentiment de confiance naquit entre eux, marqué par ce simple échange de lumière dans la nuit. Maya, sensible à ce moment, entr'ouvrit les lèvres, comme pour dire qu'elle acceptait enfin Élise parmi eux. Alors que la nuit s'installait définitivement, Élise reprit sa place près du poêle, enveloppée dans un drap propre. Les trois filles se blottirent contre elle, l'écoutant raconter une comptine apache, transmise par Nawel à voix basse, mêlant douceur et sagesse ancienne. Les crépitements du feu, la mélodie des mots et la chaleur partagée scellèrent une nouvelle harmonie familiale. Dès l'aube, les villageois observaient la ferme de Nawel depuis la lisière du bois. Des conversations feutrées s'élevaient entre les rangées de vignes, expliquant la raison de ce changement. Une jeune aristocrate, autrefois promise à une vie de faste, vivrait désormais comme servante d'un étranger. Autour du puits, quelques paysannes brodaient des sourcils. « Il paraît qu'elle était stérile », murmurait l'une. « Oui, et son père l'a vendue pour sauver l'honneur de la famille », répondait l'autre. Élise, de son côté, s'activait à la cuisine rustique. Les planches de la vieille table grondaient sous le poids de 3 cruches de lait frais et d'un panier d'œufs pondus à l'aube. Sans fenêtre vitrée, la pièce était éclairée par un mince rideau de lumière filtrant à travers les volets entr'ouverts. Elle étalait lentement la pâte pour le pain du soir, chaque geste simple la rapprochant d'une nouvelle normalité. Maya, agenouillée près du seuil, ramassait des brindilles pour entretenir le poêle. Ses mouvements étaient précis, mais son visage exprimait encore la méfiance. Noémie, occupée à trier les œufs, blanc sur blanc, regardait Élise avec une curiosité sincère. Cléa jonglait avec un morceau de ficelle, ponctuant l'atmosphère de petits éclats de rire. Soudain, un bruissement retentit. Une colombe s'écrasa contre la porte d'entrée. Élise se précipita pour la recueillir, constatant la blessure à son aile droite. Doucement, elle murmura « Viens là, petite ». Pendant qu'elle soignait l'oiseau, on frappa à la porte. C'était Hélène, la sagace guérisseuse du village, ses mains tachées de feuilles médicinales. Sans attendre d'être invitée, elle entra. « J'ai entendu parler d'une apache blessée, et j'apporte mes plantes », dit-elle, confiante. Élise se releva, le visage baigné d'émotion. « Vous pensez pouvoir la soigner ?» Hélène hocha la tête et sortit de sa besace un flacon d'huile de millepertuis et un linge fin. Les 3 filles s'agglutinèrent pour observer les gestes précis de la guérisseuse. Maya décroisa enfin les bras. « C'est vrai, elle guérit tout ?» « Presque tout, répliqua Hélène souriante. Le poêle craqua et le feu jaillit. La chaleur enveloppa la pièce. Élise appliqua délicatement l'huile sur l'aile de la colombe, puis la couvrit d'un linge. L'oiseau, apaisé, se blottit contre elle. Ce geste de compassion attira le regard bienveillant de Maya, qui s'approcha pour caresser la tête du petit animal. À l'extérieur, les murmures s'étaient tus. Les paysans, intrigués, s'étaient regroupés près du portail, contemplant la scène avec un mélange d'étonnement et de respect. Certains chuchotaient « Elle a bon cœur, cette noble ! Peut-être mérite-t-elle une seconde chance ?» Dans un souffle, Élise leva les yeux vers la fenêtre.
Le village, autrefois hostile, venait de l'observer autrement. Elle sentit naître en elle une lueur d'espoir et comprit que son intégration serait lente, mais possible. Au milieu de l'après-midi, alors que la lumière filtrée par les volets peignait des rayures d'or sur le plancher, Élise s'installa à la petite table de chêne pour écrire. Devant elle, du papier à lettres fin et une plume tendre attendaient ses mots. Elle avait commencé à rédiger une lettre, sa dernière tentative de renouer avec son passé, mais jamais elle n'avait trouvé le courage de la poster. Son écriture, délicate et soignée, traçait des lignes invisibles entre deux mondes, celui des salons feutrés de Paris et celui de cette ferme isolée où elle vivait désormais. Elle choisit ses mots avec la précision d'une orfèvre, cherchant à expliquer à sa dame de compagnie, la comtesse de Beaumont, qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi. « Madame, je m'excuse de ne pas avoir donné d'héritier à mon père, et je regrette la douleur que cela a causée à notre famille. Mais à chaque fois qu'elle relisait, sa peine l'envahissait. Elle tremblait, en pensant que son passé, désormais révolu, ne méritait pas de revenir la hanter. Elle plia la feuille, l'observa quelques instants, puis refit le même chemin inverse pour la stocker dans une boîte de bois, sous la lueur du poêle. Non loin de là, Maya passait et remarqua la lettre entre les doigts d'Élise. Ses yeux sombres s'agrandirent. « Tu vas vraiment l'envoyer ?» demanda-t-elle, la voix hésitante. Élise secoua la tête, refermant la boîte. « Non » chuchota-t-elle. « Je ne peux plus. » Un silence tomba, lourd de signification. Maya, témoin rare de la vulnérabilité d'Élise, baissa les yeux. « Alors, garde-la pour toi » proposa-t-elle doucement. Plus tard, dans la grange attenante, Noémie et Cléa jouaient avec des chiffons colorés, ignorant la tourmente silencieuse de leur belle-mère de fortune. Élise les rejoignit et entreprit de leur apprendre une comptine française, les paroles se mêlant au grincement du vieux plancher. Le rire des enfants, cristallin, dissipa un instant ses tourments. À la tombée de la nuit, Nahuel la trouva près de la fenêtre, la lettre à la main. Il posa une main ferme mais bienveillante sur son épaule, sans un mot. Élise tourna la tête, croisa son regard sombre et trouva en lui une force tranquille. Elle déposa la lettre sur le rebord de la fenêtre, puis quitta la pièce sans explication. La lettre resta là, balayée par la brise nocturne, oscillant doucement. Elle symbolisait un choix, celui d'abandonner un passé de privilèges et de faux semblants pour embrasser un présent fait de labeur, de chaleur humaine et de franchise. L'hiver s'abattit sur la ferme avec la rigueur d'un juge implacable. Les premiers flocons s'insinuèrent entre les planches disjointes de la charpente, déposant un voile blanc sur la cour et les toits de chaume. Chaque matin, Élise ouvrait la porte et laissait entrer une bouffée glaciale, tandis que Nahuel attisait le poêle pour chasser l'humidité. Les filles, emmitouflées dans des couvertures grossières, se pressaient près de la source de chaleur, leurs joues rosies par le froid. Un soir, alors que le vent hurlait à travers les arbres, Noémie se mit à grelotter dans son sommeil. Élise, qui achevait de disposer les dernières bûches dans le foyer, fut alertée par un petit gémissement. Elle se pencha vers la fillette. Ses lèvres étaient livides, son front brûlant. « Noémie » souffla-t-elle, effrayée. La fillette frissonna et ouvrit les yeux, cherchant le regard rassurant d'Élise. Sachant que chaque minute comptait, Élise l'emporta près du poêle et retira délicatement ses couches de couverture trempées. Elle huma sa respiration. La fièvre. Sans perdre une seconde, Élise remonta dans la cuisine, fit bouillir de l'eau sur le poêle et y déposa des racines de gingembre et quelques feuilles de thym cueillies la veille. Le parfum citronné et épicé monta en volute, promettant un remède improvisé. Elle revint auprès de Noémie, offrit à la fillette une tasse de cette infusion tiède et l'aida à boire, goutte à goutte. Cléa, inquiète, s'assit près d'elle, prenant la main de sa sœur. Pendant ce temps, Maya fendait du bois dans l'encoignure de la grange, frappant la glace qui s'était formée sur les madriers. Son visage était tendu. Elle savait que la maladie pouvait s'avérer mortelle dans ces contrées isolées. Lorsqu'elle entendit les pleurs étouffés de Noémie, elle courut à l'intérieur et se jeta aux côtés d'Élise, offrant ses épaules robustes pour installer un coussin de fortune sous la tête de la malade. Les heures qui suivirent furent longues et angoissantes. Élise surveillait la fièvre en posant périodiquement sa main sur le front brûlant de Noémie, tandis que Nahuel fendait toujours plus de bois, alimentant le feu d'une énergie quasi frénétique. Chaque craquement du poêle résonnait comme un battement de cœur, comme une promesse de vie.
Au matin, un mince rayon de soleil perça à travers la fenêtre embuée. Élise sentit un changement dans la chambre. Noémie respirait plus paisiblement. La fièvre avait baissé d'un cran. Un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres, bientôt suivi par celui de Nawel, qui posa la main sur son épaule en signe de reconnaissance silencieuse. « Elle ira mieux aujourd'hui », murmura-t-il. Élise acquiesça sans un mot, les yeux embués d'émotion. Maya, plus discrète, glissa une couverture supplémentaire sous les genoux de Noémie. Cléa déposa un calepin de fortune sur la table, où elle avait rédigé, en grandes lettres maladroites, « Courage, Noémie ». Dans ce moment suspendu, la famille reconstruite ressentit plus que jamais la force du lien né de l'épreuve. Élise comprit que son rôle allait bien au-delà de celui d'une simple servante. Elle était devenue, malgré tout, la gardienne de la vie de ses 3 enfants. L'atmosphère dans la ferme avait changé depuis la guérison de Noémie. Un calme presque solennel régnait, comme si les bâtiments eux-mêmes retenaient leur souffle. Pourtant, ce fragile équilibre fut bientôt rompu. Un matin, alors qu'Élise étendait le linge sur un fil tendu entre 2 poteaux, Maya surgit, le visage crispé par la colère. « Élise !» hurla-t-elle. « Regarde !» Intriguée, Élise rejoignit la jeune fille au bout de la cour. Là, planté dans la terre gelée, se dressait un piquet portant une feuille de papier, un avis officiel du baron de la cour. Les lettres noires, imprimées grossièrement, proclamaient qu'Élise devait reprendre son rang et revenir là où elle appartenait. Le cœur d'Élise se serra. Les mots semblaient briller d'une cruauté froide. « Par le présent, je réclame le retour immédiat de ma fille sous peine de sanction. » Maya froissa la feuille entre ses poings. « Comment ose-t-il » cracha-t-elle. « Il ne sait même pas celui qui t'a accueilli. » Élise resta silencieuse, les yeux fixés sur le balcon où pendait encore, quelques années auparavant, son encombrante bannière familiale. Tout ce qu'elle avait fui, la vanité, les salons, l'ennui, revenait la hanter sous la forme d'un ordre impérieux. Elle déchira la feuille en 2 et la jeta au sol, où le vent dispersa les lambeaux de papier. Nahuel, attiré par le tumulte, apparut. Son visage d'ordinaire impassible trahit une contrariété contenue. « Que se passe-t-il » demanda-t-il d'une voix grave. Maya brandit les débris de la vie. « Ton ancien maître veut la reprendre. » Les traits de Nahuel se durcirent. Il posa une main apaisante sur l'épaule d'Élise. « Tu es libre de partir si tu le souhaites, mais tu restes ici, si tel est ton choix. » Elle leva les yeux vers lui, troublée par la fermeté de sa voix. « Je ne retournerai pas là-bas. Je choisis ce foyer. » Un silence s'installa, lourd de sous-entendus. Les 3 filles se massèrent derrière Élise. Solidaire, Noémie, frêle, se hissa sur la pointe des pieds et murmura « Nous sommes ta famille ». Le geste, simple, frappa Élise en plein cœur. Elle esquissa un sourire malgré l'émotion qui lui nouait la gorge. « Oui, ma douce Noémie, vous êtes ma famille. » Alors que le vent emportait les derniers lambeaux de l'ordre baronial, une énergie nouvelle semblait naître. Élise comprit que cet affront, loin de la briser, cimentait définitivement son lien avec Nawel et ses filles. Le choc des mondes, noblesse d'antan contre humilité paysanne, venait de livrer son verdict. C'était ici, parmi ces âmes sincères, qu'elle avait trouvé sa véritable place. Lorsque la lune se leva, projetant une lueur argentée sur les collines enneigées, un messager épuisé parvint à la ferme. Il tenait à la main une lettre scellée du sceau baronial. Sans un mot, Nawel ouvrit le pli et lut le contenu en silence. Élise, assise près du poêle, sentit son sang se glacer. « Ma chère fille, ton père a reçu de graves nouvelles. La demeure familiale a subi un vol et des dégâts considérables. Nous avons besoin de toi pour préserver nos terres et négocier avec la justice royale. Reviens en toute hâte. Adrien de la Cour, baron de Saint-Cyr-en-Bourg. » Ce mot, plus subtil que l'ordre brutal du piquet, portait une menace voilée. La perte des biens, la ruine, l'humiliation. Élise plissa les yeux. Elle comprenait soudain que son père manœuvrait pour la ramener, non par amour, mais par intérêt. Elle reposa la lettre sur la table, son regard croisant celui de Nahuel, qui l'observait avec une gravité teintée de tristesse. « Il veut te manipuler, » dit-il enfin. « Il joue sur tes sentiments et sur ce qu'il reste de ton devoir familial. » Élise serra les poings, consciente de la pression qui pesait sur elle. L'argent et le pouvoir avaient toujours été les maîtres de sa famille. Sa stérilité n'avait été qu'un prétexte pour la sacrifier. Maintenant, face à la tourmente, elle devait décider. Retourner à la cour, au milieu des intrigues,
ou rester auprès des 3 filles qui l'appelaient « maman ». Maya s'approcha, silencieuse, et prit la plume déposée à côté de la lettre. D'un geste résolu, elle la coupa en 2. Les débris de cire et de papier tombèrent au sol sans bruit. Émue, Élise posa la main sur l'épaule de l'adolescente. « Tu as raison », murmura-t-elle. « Je ne peux plus être l'instrument des manigances de mon père. » Alors qu'elle prononçait ces mots, un renard solitaire glissa près de la fenêtre, figé par l'éclat lunaire. La créature, symbole de ruse et de survie, sembla lui offrir un signe, celui d'une nouvelle stratégie pour affronter l'adversité. Le silence qui suivit fut chargé d'une promesse. Quoi qu'il advienne dans les salons feutrés du baron, c'était ici, dans l'obscurité chaleureuse de cette ferme, qu'Élise construirait son avenir. Elle s'agenouilla pour ramasser les morceaux de sceau, symbole d'une autorité qu'elle refusait désormais de reconnaître. Dans le foyer, le feu crépitait doucement. Nahuel déposa une main protectrice sur la nuque d'Élise. Ensemble, ils partageaient une conviction inébranlable. L'ombre du baron ne les assombrirait pas, car à chaque épreuve, leur lien, forgé dans le respect et l'amour, se renforçait. Peu avant minuit, un fracas retentit dans la cour. Un cri d'alarme, un écho de panique. Élise, éveillée par l'agitation, sauta du lit et empoigna une torche. Dans la nuit glaciale, elle aperçut des flammes dansantes qui léchaient des bordures du vieux grenier. Des volutes d'épaisse fumée noire s'échappaient, enveloppant la ferme d'un voile mortifère. « Au feu !» cria Maya en surgissant à côté d'Élise, les yeux écarquillés. Nahuel jaillit du salon, sa hache à la main. Sans perdre une seconde, il guida Élise et les filles hors de la maison, loin du brasier. Le feu, attisé par le vent, grimpait rapidement le long des poutres sèches. Le craquement sinistre des tuiles qui s'effondraient résonnait comme le glas d'un passé que l'on croyait révolu. « Protégez les enfants !» ordonna Nahuel d'une voix ferme. Élise, le cœur battant, attrapa Cléa par la main et l'entraîna vers le puits. Noémie et Maya la suivirent, tandis que le silence de la nuit se remplissait des crépitements furieux du bois embrasé. Dans la main de Maya, la lettre jamais postée volait au vent, ses lambeaux flottant sur la neige fraîche. Alors qu'elle portait Cléa, Élise trébucha sur une pierre gelée. Un élan de terreur la traversa. La plus jeune resta seule, coincée près du porche embrasé. Sans réfléchir, Élise repoussa l'angoisse et se précipita en avant, franchissant l'écart avec l'aide de Nahuel, qui la saisit par le bras. Ensemble, ils atteignirent le porche, où Cléa, les yeux écarquillés, tendait les bras. Au même instant, une poutre céda dans un fracas bestial. Des étincelles jaillirent, et un morceau de la toiture s'effondra à quelques mètres. Le danger était immédiat. Élise se jeta au sol, protégeant Cléa contre son corps. Nahuel, de ses larges épaules, repoussa un tas de débris, ouvrant un passage pour Maya et Noémie. Dans la stupeur générale, un hurlement rauque retentit. Noémie, trop inquiète, avait lâché la main de Maya et se tenait figée, aveuglée par la fumée âcre. Sans hésiter, Élise se glissa à nouveau dans le brasier naissant, progressant à 4 pattes, portant la petite corps frêle en un geste héroïque. Ses vêtements s'embrasèrent légèrement, mais elle continua, guidée par l'amour maternel qui défiait la peur et la douleur. À l'extérieur, Nahuel fonça vers elle, un seau d'eau à la main. Il déversa son contenu sur Élise, éteignant les flammes naissantes et inondant de vapeur le porche. Élise sortit, haletante, serrant Noémie contre elle. Les 3 filles s'agrippèrent à elle, sanglotant, tandis que le feu continuait de dévorer la grange. Dans le halo rougeoyant, Nahuel enlaça Élise et les filles. 3 petites silhouettes serrées contre la grande femme au cœur de feu. Dans cet instant suspendu, les visages baissés vers le sol, tous réalisèrent que la plus grande menace, la perte de l'autre, avait été conjurée. L'incendie, loin de détruire leur union, venait de la sceller à jamais. 3 nuits après l'incendie, la ferme baignait sous l'éclat spectre de la lune rouge. Déposant sur le ciel une aura funeste, elle colorait les reliefs givrés d'une teinte surnaturelle. Élise, debout près du poêle, observait la lueur changeante à travers la fenêtre embuée. Les filles, blotties contre elle, admiraient le phénomène dans un silence émerveillé. Maya, d'une voix basse, murmura « On dit que la lune rouge prédit un grand changement. » Élise lui sourit, serrant la main de sa fille adoptive. Peut-être est-ce le signe que notre famille renaît de ses cendres. Soudain, un souffle de vent fit vaciller la flamme de la lanterne. Dans cette atmosphère incertaine,
la voix de Nahuel résonna dans l'embrasure de la porte. « Élise, viens voir dehors. » Intriguée, elle emmena les filles sur le perron. Là, sous la lune pourpre, deux silhouettes se découpaient. Un renard roux, vif comme un éclair, et la colombe jadis blessée, désormais guérie, perchée sur un tas de pierres blanches. Le contraste entre le rapace sauvage et l'oiseau fragile symbolisait la dualité de leur destin. Noémie tendit la main vers la colombe. « Elle nous a suivis ici, dit-elle. Elle est notre messagère. » Le renard, quant à lui, tourna la tête vers Élise. Leurs regards se croisèrent, emplis d'une compréhension silencieuse. Dans cette scène immobile, sous la lune rouge, une promesse se forgeait, celle d'une vie nouvelle, où les plaies du passé se transformeraient en force. Nahuel s'approcha, posa un manteau léger sur les épaules d'Élise et murmura « Nous sommes prêts à tout affronter, ensemble. » Élise ferma les yeux un instant, ressentant la puissance du moment. La froideur nocturne se mua en un souffle chaud de solidarité. Elle ouvrit les bras, accueillant les trois filles et leur père, unis sous la lune rouge, prêtes à affronter l'avenir main dans la main. Le gel avait laissé place à la renaissance silencieuse de la nature. Les bourgeons perçaient enfin l'écorce grise des vieux chênes, et les premières fleurs d'amandier parsemaient le paysage d'éclats roses. Élise ouvrit grand la porte de la ferme, laissant entrer un souffle tiède chargé de promesses. Les trois filles accoururent dans la cour, émerveillées par la métamorphose du monde. Maya, désormais adolescente, entreprit de montrer à Élise son petit jardin potager, rangée régulière de laitues, de radis et de jeunes plants de pommes de terre qu'elle avait semés de ses propres mains. Ses doigts, autrefois si frêles, étaient maintenant robustes et habiles. « Regarde, maman, » dit-elle en caressant une pousse verte. « Bientôt nous aurons notre propre récolte. » Noémie, guérie depuis l'hiver, tournait autour d'un parterre de violettes sauvages, les effeuillant avec délicatesse. Elle récoltait aussi des tiges de camomille pour préparer des infusions apaisantes. « Laisse-moi t'aider, maman », s'exclama-t-elle, les yeux brillants d'enthousiasme. Cléa, quant à elle, avait trouvé refuge près du puits où elle mettait à flotter une barque de papier qu'elle avait soigneusement pliée. « Voilà notre bateau de printemps », lança-t-elle, et le petit esquif sillonna les ondes calmes comme un augure de voyages heureux. Élise les accompagna, un panier en osier suspendu à son bras. Elle cueillit des fraises sauvages, dont l'arôme sucré emplit l'air en volutes parfumées. Chaque fruit était un trésor, témoin du travail patient de la terre et de la patience des filles. Au bout de la matinée, Nahuel sortit de l'étable, tenant dans ses bras une vieille enclume délaissée. « Je pense que nous pourrions la transformer en une cloche de jardin, » dit-il, « un symbole de notre foyer. » Les filles acclamèrent à l'idée. Ensemble, ils transportèrent l'enclume près du vieux cerisier, et Marthe, l'ancienne forgeronne du village venue en aide après l'incendie, grava dessus la date du nouveau printemps et un motif d'épis de blé. Lorsque la première volée de cloches tinta, son écho cristallin résonna jusqu'au village, annonçant la renaissance de la ferme et de ses habitants. Alors que le soleil atteignait son zénith, Élise s'éloigna de l'agitation pour un instant de contemplation. Elle s'assit sur un banc rustique sous l'amandier en fleurs, le cœur empli d'une profonde gratitude. La main dans celle de Maya, elle sentit la force de leur lien. Noémie, un brin de camomille à la main, se pencha vers elle et lui offrit une tige délicate. Cléa, riant aux éclats, fit tournoyer son bateau de papier dans une flaque offerte par la fonte de la neige. Dans ce tableau pastoral, chaque détail, les fleurs écloses, les rires enfantins, le tintement de la cloche, venait souligner l'harmonie retrouvée. Élise sut que, malgré les épreuves passées, ce printemps serait le plus beau de sa vie, car elle n'était plus une vente, plus un objet. Elle était devenue la pierre angulaire d'une famille unie, enracinée dans une terre qui, désormais, lui appartenait autant qu'à tout autre. Au petit matin, la ferme se réveilla dans un silence paisible. La cloche forgée sous l'amandier tinta doucement, appelant la famille nouvelle à partager le premier repas du jour. Élise, vêtue d'une robe simple couleur ciel, plaça sur la table un pain encore chaud, façonné avec le levain de Maya, ainsi que des confitures de fraises sauvages cueillies par Noémie. Cléa, impatiente, trépignait près de la porte, un panier rempli d'œufs fraîchement pondus par les poules. Nahuel arriva, ses bottes crissant sur la terre meuble, portant une outre de lait et 2 grandes tasses en étain. Il sourit à Élise, échangeant avec elle un regard complice, chargé de toute la profondeur de leur parcours commun.
Ensemble, ils s'assirent, formant un cercle autour de la table rustique, et dégustèrent ce festin simple avec reconnaissance. Après le repas, les 3 filles se dispersèrent pour accomplir leurs tâches quotidiennes. Maya rangea les outils de jardin, Noémie prépara une infusion de camomille pour les invités du village, et Cléa passa dans la cour pour saluer chaque animal, les caressant avec tendresse. Élise et Nahuel les observèrent un instant, fiers du chemin parcouru par ces enfants qui avaient accepté d'appeler maman, la femme jadis vendue. Soudain, un cor de chasse retentit au loin, signal officiel que le maire du village venait apporter son invitation. Un messager s'approcha, le pied tiré par un cheval au poitrail lampé de rosée. Il remit à Nahuel un parchemin scellé portant le sceau de la municipalité. L'enjeu était de taille. Une réunion exceptionnelle se tiendrait sur la place principale pour célébrer la fin de l'hiver et honorer les familles qui avaient œuvré pour le bien commun. Le maire sollicitait la présence de tous les foyers, y compris celui d'Élise, désormais reconnue. Ému, Nahuel partagea la nouvelle avec Élise. « Veux-tu y aller ?» demanda-t-il doucement. Élise posa la main sur son cœur, son regard brillant d'émotion. « Oui », répondit-elle. Ensemble. Au village, la foule s'était rassemblée autour de la fontaine. Les visages, autrefois figés par l'indifférence ou la méfiance, s'éclairèrent lorsqu'Élise parut, au bras de Nahuel, flanquée de leurs 3 filles. Des applaudissements naquirent, mêlés de murmures d'admiration. « C'est elle, la noble !»« Non, c'est notre voisine, notre amie. » Le maire prit la parole. « Cette année, nous célébrons non seulement le retour du soleil, mais le courage et l'humanité de ceux qui nous entourent. La famille de Nahuel et d'Élise est l'exemple de la solidarité et de la force qui renaît de l'adversité. » Une jeune paysanne s'avança alors, tendit une branche de blé doré à Élise, symbole de prospérité. Maya, Noémie et Cléa remportèrent chacune une accolade, fidèle gardienne de ce foyer. Élise, émue jusqu'aux larmes, leva la branche de blé et la plaça dans la cloche forgée, sous les regards bienveillants de tous. Lorsque la cérémonie prit fin, le soleil se dressait haut dans le ciel d'été, baignant le village d'une lumière chaleureuse. Élise comprit alors que son passé était désormais hérité d'une autre vie. Elle n'était plus l'aristocrate vendue, mais la femme enracinée, mère adoptive et pilier d'une communauté renaissante. En revenant à la ferme, main dans la main avec Nahuel, entourée de ses filles et du chant des oiseaux, Élise sut qu'elle avait enfin trouvé sa place. L'étrangère était devenue racine, solide, nourricière et éternelle. Le temps avait filé depuis cette première heure sombre, où Élise avait été vendue, jusqu'à ce que la lune rouge scelle leur avenir. Les années avaient brodé leur trame sur la ferme de Saint-Cyr-en-Bourg, transformant chaque rideau de chaume, chaque parcelle de terre labourée, en un témoignage vivant de résilience et d'amour. Au printemps de la 10e année, Élise se tenait dans le verger qu'elle avait planté de ses mains, à l'ombre d'un cerisier devenu majestueux. Ses doigts effleuraient la peau rugueuse du tronc, tandis que les croissants de fleurs blanches dansaient au vent. À ses côtés, Maya, désormais une jeune femme à la grâce affirmée, notait dans son carnet les variétés des bourgeons et la date de leur éclosion, animée par le désir de devenir à son tour gardienne de la nature. Non loin, une table rustique dressée sur la pelouse accueillait une assemblée. Noémie, devenue guérisseuse en formation, avait disposé des fioles d'infusion et de baume qu'elle avait préparées pour soigner les maux du corps et apaiser les cœurs. Cléa, désormais adolescente, chantait des comptines apaches qu'elle avait apprises de Nahuel, sa voix claire se mêlant au gazouillis des oiseaux. Nahuel, le visage encore empreint de la noblesse d'un guerrier apache, se tenait droit derrière Élise. Les rides au coin de ses yeux racontèrent la douceur et la patience qu'il avait déployées pour construire une nouvelle vie. Il glissa un bras protecteur autour de sa taille et lui murmura, à l'oreille, « Regarde ce que nous avons bâti. » Élise tourna la tête et sourit. Sur la table, 3 tasses en étain étaient alignées, chacune gravée du nom d'une fille. Maya, Noémie, Cléa. À côté, une petite plaque de bois portait leur propre nom. Famille de la cour Nahuel, symbole d'une union scellée par les épreuves. Les villageois, invités à célébrer la 10e année de leur arrivée, s'étaient réunis. Voisins, anciens sceptiques et nouveaux amis, tous partageaient un même respect pour cette famille étrangère, devenue pilier de la communauté. Le maire prit la parole, sa voix portée par le chant du vent entre les branches, en disant « Cette ferme est devenue un exemple de solidarité,
Grâce à Élise et Nawel, nous avons appris que la véritable noblesse réside dans la loyauté et la compassion. Un tonnerre d'applaudissements salua ces mots. Maya posa une couronne de fleurs sauvages sur la tête de sa mère de cœur, geste solennel qui liait l'innocence enfantine à la sagesse adulte. Noémie offrit un flacon de son onguent réparateur aux mères, en signe de gratitude, tandis que Cléa invita les enfants du village à parcourir le verger en quête de trésors cachés, graines et brindilles à planter, promesse de nouvelles pousses. Quand le soleil atteignit son zénith, Élise s'éloigna pour un moment de recueillement. Elle gravit la petite colline derrière la ferme, là où un hiver lointain, elle avait juré de ne plus être à vendre. Elle s'assit sur un rocher moussu, ferma les yeux et respira profondément l'air chargé de parfums de tilleul et de lavande. Chaque souvenir douloureux, la vente sur la place publique, les nuits glacées, l'incendie, étaient maintenant teintés de lumière, comme les pierres polies par le courant d'une rivière. Elle pensa à sa propre mère, partie trop tôt, et à son père, Adrien de la Cour, figé dans ses certitudes d'aristocrate. Elle nourrissait désormais pour lui une compassion douce amère, consciente qu'il avait appris, lui aussi, les leçons de l'humilité. Peut-être, se dit-elle, qu'il aurait pu changer s'il avait regardé au-delà des titres. Mais ce passé, bien qu'irréversible, faisait partie de la trame complexe qui avait conduit Élise vers ce bonheur inattendu. Au retour, les oiseaux formèrent un chœur aérien, comme pour l'accompagner. Elle retrouva Nawel, qui l'attendait au sommet de la colline, un sourire mystérieux aux lèvres. Il lui offrit un bouquet de fleurs sauvages, et silencieusement, ils scellèrent leurs promesses, main dans la main. Leur descente vers la ferme fut éclairée par un arc-en-ciel naissant, pont éphémère entre la terre et le ciel. Maya, Noémie et Cléa les rejoignirent, riant et s'émerveillant de ce spectacle céleste. Dans ce tableau parfait, chaque couleur semblait résonner avec les notes d'une mélodie invisible, celle de la vie qui triomphe. Lorsque la dernière lueur de l'arc-en-ciel s'estompa, Élise prit la parole devant ses filles et les villageois réunis. Il n'y a pas de plus grande richesse que l'amour et la confiance partagée. Nous sommes tous, ici, enracinés les uns aux autres. Et tant que nous sommes unis, aucun hiver ne pourra geler nos cœurs. Un souffle d'émotion traversa la foule. Les regards se croisèrent, porteurs d'une même certitude. La famille de la cour Nawel incarnait l'espoir d'un avenir meilleur, où les barrières qu'imposent la naissance et la tradition pouvaient être surmontées par la force de l'âme. Alors que le banquet débuta sous les pommiers en fleurs, les rires et les chants s'élevèrent, tissant une toile de joie partagée. Élise guida chacun vers la table où trônaient pain, fromage, fruits et liqueurs locales, offerts en signe de reconnaissance. Nawel décora le pilier central d'une guirlande de blé doré, rappelant la renaissance et l'abondance promise. La fête dura jusqu'au crépuscule. Quand le dernier invité quitta la ferme, la famille resta un moment silencieuse, contemplant l'horizon embrasé. Les ombres s'allongeaient et les étoiles apparaissaient une à une. Élise sentit alors une paix profonde l'envahir. Elle savait que les saisons continueraient de défiler, apportant leurs défis et leurs merveilles, mais elle n'en craignait plus aucune, car, au fond de son être, elle portait les racines les plus solides, celles de l'amour inébranlable d'un homme, de la confiance de 3 filles et de la foi retrouvée en soi-même. Et tandis qu'une brise légère caressait les champs alentours, la ferme s'endormit, prête à renaître une fois de plus à l'aube suivante, fidèle à la promesse inscrite dans chaque branche fleurie. L'étrangère était devenue racine, et de cette racine jaillirait l'espérance pour bien d'autres générations. L'amour et la confiance peuvent transformer la douleur en force et faire jaillir l'espoir des épreuves. Si ce récit vous a touché, dites-nous en commentaire quel moment vous a le plus ému. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochains contes incroyables. Ensemble, faisons grandir l'espoir.